Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Combien encore d'accusations à venir contre Nordal Lelandais, le tueur présumé de la petite Maëlys? Vendredi, il a été extrait de sa cellule pour être entendu par un nouveau juge. Il a dû cette fois s'expliquer sur des accusations d'agression sexuelle et de menaces de mort contre l'une de ses petites cousines. Alors que sait-on exactement de ce dossier? Quelles conséquences pour les autres procès à venir? Le décryptage dans un instant, évidemment, avec Dominique et avec nos invités. Ce sera juste après le rappel des toutes dernières informations avec Elisa Trana. Nordal Lelandais a été extrait vendredi pour quelques heures de sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier. L'assassin présumé de la petite Maëlys et d'Arthur Noyer a été entendu dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle et menace de mort sur Charlotte, l'une de ses petites cousines. Elle avait 14 ans à l'époque des faits, c'était en 2017. C'était l'enterrement de mon père. Mon cousin a voulu m'accompagner pour aller fumer. Et donc on s'est éloigné sur le côté de la maison pour fumer. Il me prend dans ses bras, je sens ses mains descendre dans mon dos. Ses mains se mettent sur mes fesses avec insistance. Je le repousse, ensuite il me touche la poitrine. Je le repousse encore. Et en retournant vers ma famille, il me dit si tu dis quelque chose, je te tue. Toujours selon le récit de Charlotte, Nordal Lelandais maintiendra ensuite son emprise sur elle pendant plusieurs mois. Il a commencé à me renvoyer des messages et je lui ai répondu parce que j'avais forcément peur. Il m'a dit c'est quand qu'on se marie, t'es ma petite bombe, que des choses comme ça. J'avais peur qu'il revienne, j'avais peur qu'il vienne pour me tuer tout simplement si je répondais pas. Charlotte gardera le silence avant de se confier à sa famille et de porter plainte au printemps dernier. Quel impact aura cette nouvelle affaire si elle débouche sur une mise en examen sur les procès à venir? Qu'est-ce qu'on apprend avec cette affaire? Encore un peu plus sur Nordal Lelandais, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos invités. Maître Caroline Raymond, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de la victime présumée dont on vient de parler à l'instant, de cette petite cousine de Nordal Lelandais, avocate également des deux autres cousines pour lesquelles Nordal Lelandais est mise en examen. Rim Bey également avec nous, vous suivez ce dossier depuis longtemps, Rim Bey pour BFM TV, j'en ai au service police-justice sur cette affaire Lelandais. Évidemment, on a besoin de vos lumières pour comprendre. D'abord, peut-être, on a entendu ce témoignage que vous aviez fait, Rim, de cette petite cousine. Elle a, cette petite cousine, aujourd'hui 17 ans. Que s'est-il exactement passé? Quel souvenir elle a exactement aujourd'hui des faits aujourd'hui qu'elle reproche à Nordal Lelandais? Alors, donc, celle qu'on a appelée Charlotte, pour conserver son anonymat puisqu'elle est mineure, toujours actuellement, a des souvenirs très précis de la scène qui s'est déroulée avec Nordal Lelandais. C'était le jour de l'enterrement de son papa, dans un petit village, à quelques minutes des obsèques. Évidemment, c'est le jour le plus triste de sa vie. Elle pleure et elle va fumer en cachette de sa maman. Donc, elle tourne juste à gauche de la maison. Et là, Nordal Lelandais, qui est invité aux obsèques, puisqu'il fait partie évidemment de la famille, lui dit je viens fumer avec toi. Bon. Et sous prétexte de lui faire un câlin de réconfort, on va dire, en fait il a une attitude totalement sexualisée à son égard, puisqu'il met ses mains sur sa poitrine, puis sur son dos derrière, descend jusqu'à ses fesses qu'il touche avec insistance, remonte, alors évidemment elle essaie de se débattre, il remonte sur son dos. Elle avait 13 ans. Elle avait 14 ans au moment des faits et il remonte vers sa poitrine qu'il touche à nouveau avec insistance. À ce moment-là, elle parvient enfin à se dégager de lui. Il la rattrape et il lui dit « Si tu dis quelque chose, je te tue » avec ce regard noir dont elle a un souvenir très prégnant encore aujourd'hui. Un regard bien évidemment très, très angoissant pour elle. C'est pour ça qu'elle ne dira rien? C'est la peur sur le coup qui fait qu'elle ne va rien dire? Alors, si vous voulez, effectivement, c'est la peur, puisque ce sont des menaces, donc c'est une forme d'emprise au départ. Ensuite, il lui envoie quelques jours après, il lui envoie plusieurs textos qui sont là aussi déplacés, puisque à l'époque, il a 34 ans, elle en a 14, c'est sa petite cousine et il sait tout à fait l'âge qu'elle a. Et il lui envoie des textos, effectivement, comme Charlotte a pu en témoigner sur votre antenne déjà, lors de son interview, donc totalement déplacée. Elle répond parce qu'elle a peur qu'il vienne la chercher, donc elle répond en mode j'ai 14 ans, donc des lol, vous voyez, enfin pas des messages, elle sait pas quoi dire, mais elle sait que si elle répond pas, il peut venir. Première chape de plomb.
deuxième chape de plomb quand éclate l'affaire Maëlys Desarrougeot, où là, c'est la famille. Donc la maman de Charlotte lui dit, il dit à ses autres enfants, on ne parle pas. Et donc évidemment, Charlotte est totalement emmurée dans un silence. C'est l'omerta familiale. Hein, et c'est seulement quand elle voit on apprend qu'il y a d'autres de ses petites cousines qui ont été également agressées sexuellement, que là, elle se dit c'est pas possible, il faut que je parle parce que il y en a peut-être d'autres. On sait que Nordal-Lelandais a une très grande famille. Et la mécanique alors, donc, pour que cette affaire sorte, elle en parle d'abord à sa mère qui va déposer plainte. Alors elle en parle d'abord à sa maman qui ne dépose pas plainte tout de suite. Sa maman aurait pu, aurait dû même, je dirais. Elle s'en veut énormément de ne pas avoir déposé plainte immédiatement lorsque sa fille lui a révélé les faits. Il faut attendre le mois d'avril 2019 pour que finalement ce soit Charlotte qui insiste tellement auprès de sa mère qu'elle va déposer plainte. Et pardon, mais ces faits sont donc antérieurs ou postérieurs à l'affaire Maëlys? Alors, ce qui est intéressant dans le témoignage de Charlotte et dans ces faits, c'est que ces faits datent de mars 2017. Donc, ce sont les premiers faits que l'on connaît de ce que Nordal-Lelandais a pu faire au cours de cette année 2017. Qu'est-ce que la maman doit s'en vouloir aujourd'hui? Évidemment, mais bon, ça c'est... Pas du tout dans d'autres affaires également. Ce qui est intéressant, c'est que Charlotte, c'est la seule victime vivante, outre ses deux petites cousines qui sont vivantes, mais qui, encore une fois, sous toute réserve, était endormie au moment des faits. Charlotte est la seule victime vivante aujourd'hui à pouvoir témoigner de ce qui s'est passé avec Nordal-Lelandais. Il y a donc cette concomitance troublante, évidemment, dans les dates que vous faisiez bien de souligner. Rim, il faut quand même préciser que pour l'instant, ces deux dossiers sont totalement disjoints. Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'éloignement géographique. Les faits reprochés par Charlotte à son grand cousin auraient eu lieu dans l'est de la France. L'affaire Maëlys, elle est instruite, elle, en Isère, à Grenoble. Et puis surtout, ce qu'on vous expliquait, c'est que le témoignage de Charlotte, il a fait surface assez tard. L'enquête pour le meurtre de Maëlys, elle était quasiment terminée. Donc c'était prendre le risque de retarder considérablement le procès si les deux affaires étaient jointes. D'ailleurs, le procureur de Grenoble s'était exprimé pour expliquer cela, mais aussi pour dire qu'il pourrait y avoir une copie de l'enquête sur l'agression sexuelle de Charlotte qui pourrait être jointe au dossier Maëlys parce que finalement ça dit des choses de Nordal-Lelandais, ça permet de colorer son personnage. Est-ce que vous, maître, vous pensez que l'une de ces affaires, c'est 4 affaires pour l'instant, 5 avec la vôtre pour laquelle il n'y a pas de mise en examen pour le moment, doivent être liées, doivent être jointes, doivent se compléter finalement? Alors, je pense évidemment, et je ne comprendrais pas d'ailleurs, que l'affaire concernant Charlotte ne soit pas jointe au dossier Maëlys Desarrougeot, qui est le même que celui des deux autres petites cousines. Et je vais d'ailleurs faire une demande d'acte officielle en ce sens, puisque comme le disait Rimbey à l'instant, avec raison, effectivement, il ne fallait pas retarder la tenue du procès concernant les faits de Maëlys Desarrougeot et des deux autres petites cousines qui sont jointes. Aujourd'hui, nous savons que dans l'affaire principale donc, de Maëlys Desarrougeot, il y a eu des pourvois en cassation qui sont toujours actuellement pendants, qui ont retardé énormément la fin de l'instruction, qui est vraisemblablement, Nordal-Lelandais aujourd'hui ne sera sans doute pas jugé avant 2021, donc ce qui me laisse la possibilité de joindre ce dossier de Charlotte, puisque comme le disait à nouveau Rimbey, ça colore tellement le dossier depuis le début, depuis la première petite cousine. Je dis que Nordal-Lelandais est plus, à mon sens, un prédateur sexuel qu'un tueur en série. On voit une première petite cousine, une deuxième petite cousine, une troisième. À ce stade, il n'y a pas de mise en examen dans l'affaire de Charlotte. Ça veut dire, Rim, qu'on va vers 4 procès différents pour Nordal-Lelandais? Alors, pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un premier procès pour Maëlys Desarrougeot, les agressions sexuelles sur ses deux autres petites cousines. Et un juge qui a ses affaires, un seul. Alors, 2 juges qui ont ces affaires. Et ça parce que, si vous voulez, lors de l'enquête sur le meurtre de Maëlys Desarrougeot, les gendarmes ont retrouvé dans le téléphone de Nordal-Lelandais les vidéos des agressions sexuelles de ces 2 petites cousines. C'est comme ça qu'ils sont remontés pour identifier ces petites cousines. Donc c'est pour ça que tout ça sera jugé en même temps. Il y aura un deuxième procès, cette fois pour Arthur Noyer, pour son assassinat. Donc là, on rappelle juste la version de Nordal-Lelandais, qui dit que c'était un accident, que c'était une bagarre qui a dégénéré. Et pour Charlotte, beaucoup trop tôt en fait pour se prononcer, puisque là, on l'a dit, vendredi, il était entendu sous le régime de la garde à vue. Il n'est même pas mis en examen pour l'instant.
Pourquoi d'ailleurs n'y a-t-il pas eu de mise en examen? Alors, il n'y a pas eu de mise en examen immédiate parce que tout simplement Nordal Lelandais est actuellement en détention provisoire pour le reste des affaires, dont celle de Maëlys Desarrougeot, bien évidemment. Donc il n'y avait pas une obligation de la part du juge d'instruction qui instruit l'affaire de Charlotte dans l'Est de la France de prononcer, de se déplacer ou de faire venir Nordal Lelandais immédiatement pour l'interroger et lui signifier sa mise en examen, ce qui, à mon sens, devrait être fait dans les prochains jours, puisque je n'imagine pas, là encore, qu'il n'y ait pas de mise en examen dans les faits concernant l'affaire Charlotte. Là, on a quelqu'un qui est soupçonné donc, de meurtre, qui n'est pas encore jugé, d'attouchement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, qui avait été avancée par une association notamment, de créer un pôle tueur en série On répète bien que Nordal Lelandais, à ce stade, n'est pas un tueur en série, mais il va répondre devant la justice de deux affaires de meurtre. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de créer un pôle tueur en série avec des magistrats spécialisés, comme au pôle financier, comme au pôle antiterroriste, et qui aurait tous les dossiers et qui gagnerait en fait beaucoup de temps, puisque là, on fait des expertises psychiatriques à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ? Écoutez, je pense que si on en arrive là, il faudrait que Nordal Lelandais soit plutôt jugé pour l'ensemble des crimes. Ça permettrait aussi et non de pas juger seulement pour l'ensemble des crimes, puisqu'il y aurait un magistrat ou deux magistrats du pôle. Donc ça serait un seul procès, vous voulez dire? Un seul procès. Un seul procès, ça me paraît plutôt cohérent comme idée, effectivement, avec un magistrat, comme vous le disiez, magistrat spécialisé, effectivement, dans l'un et dans l'autre, puisque finalement, et comme le disait aussi Rimbey, les expertises sont les mêmes concernant Nordal Lelandais, son parcours est le même. Donc ça ne sert à rien de faire plusieurs procès, sachant qu'en tout état de cause, les peines vont se confondre. Donc un seul procès qui puisse effectivement avoir une coloration peut-être plus tueur en série, peut-être plus prédateur. Et ça coûte mettre une fortune à la justice, parce que c'est 2, 3 juges d'instruction, des services enquêteurs un peu partout, là où... 6 juges d'instruction. 6 juges d'instruction, plusieurs procès. C'est compliqué, ça. En fait, on pourrait faire, mais des économies judiciaires avec... On juge un homme pour les crimes qu'il commet, effectivement. Donc, ça aurait été sans doute... cohérent. Peut-être toujours faisable de pouvoir joindre, puisque pour l'affaire de l'assassinat du caporal Noyer aux autres, c'est toujours possible de joindre l'affaire de Charlotte qui peut être jointe comme celle des 2 autres petites cousines à Grenoble, et finalement que Grenoble et Chambéry décident, que ces juges d'instruction, ces collèges de juges d'instruction décident finalement de ne faire qu'un seul procès, ce qui serait effectivement plus cohérent et sans doute coûterait effectivement... Je voudrais qu'on dise un mot, Rim, aujourd'hui, de ce que l'on sait de Nordal Lelandais en détention. Que sait-on de comment il se comporte, de comment il agit ? Alors, il a fait quelques mois, il faut le rappeler, d'un séjour dans une unité psychiatrique juste après ses aveux du meurtre de Maëlys Desarrougeot. Il est retourné depuis juillet 2018 de nouveau dans sa prison de Saint-Quentin-Fallavier, c'est près de Lyon. Il est maintenu à l'isolement principalement pour sa sécurité à lui, et c'est un détenu qui ne fait pas parler de lui selon une source pénitentiaire. Un mot du calendrier judiciaire ? Alors, pour l'instant, là, tous les dossiers, hormis celui de Charlotte, sont terminés. Les enquêtes sont terminées. Pour Maëlys Desarrougeot, on vous en parlait, il y a une bataille de procédure qui donc, a été amenée jusqu'à la Cour de cassation, la plus haute juridiction française. Donc, ça a retardé un renvoi devant les assises, donc vraisemblablement pas avant 2021. Pour Arthur Noyer, a priori plutôt fin 2020, voire 2021 là aussi. Il faut bien comprendre qu'il y a tellement de logistique en plus autour de ces procès que tout ça prend du temps, parce qu'on parle de procès qui pourraient être audiencés sur plusieurs semaines, au moins 3 semaines pour ce qui concerne Maëlys Desarrougeot. Merci beaucoup Rimbey, merci Maître Caroline Raymond d'être venue sur le plateau d'affaires suivantes. Vous restez avec nous dans un instant, nous allons revenir sur cette affaire en cours pour retrouver cette fillette de 1 an portée disparue depuis vendredi à Angers. Une alerte enlèvement est toujours en cours pour retrouver cette petite fille. La mère de cette petite fille était au cœur de tous les soupçons. Elle a été retrouvée ce matin à Nantes par les enquêteurs, mais sans l'enfant. Alors que va-t-il se passer maintenant? Les premiers éléments de réponse dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant,
le roi de l'arnaque. Voilà comment Gilbert Chekeli est le plus souvent présenté. Il est jugé depuis mardi par le tribunal correctionnel de Paris pour une incroyable escroquerie. Équipé d'un masque en silicone de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, eh bien, il a réussi à extorquer des sommes astronomiques à des personnes qui dirigeaient des entreprises, à des hommes politiques. Son atout essentiel, c'est son culot. Le décryptage, son parcours, son histoire, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Et les coulisses de cette enquête en cours pour retrouver une petite fille de 1 an. Vanille est portée disparue depuis vendredi après-midi à Angers. Une alerte enlèvement est toujours en cours. Sa mère est la principale suspecte. Et ce matin, un nouvel élément préoccupant dans ce dossier, élément donné par le procureur d'Angers qui a tenu une conférence de presse. Sabrina Gottlieb, on vous retrouve. Vous êtes à Angers pour BFM TV. Sabrina, le procureur d'Angers annonce que la mère de cette petite fille a bien été retrouvée, mais sans l'enfant. Oui, tout à fait. Il a commencé, le procureur de la République d'Angers, par annoncer donc que la mère de la petite Vanille avait été retrouvée saine et sauve à Nantes, dans un hôtel, notamment grâce à l'alerte enlèvement. Retrouvée donc, mais en revanche, vous l'avez dit, sans la petite Vanille. Le procureur est apparu extrêmement préoccupé, notamment par l'état de santé de la jeune femme, je vous rappelle, âgée de 39 ans, qui aurait laissé des écrits plutôt inquiétants. Je vous propose de l'écouter. Le dispositif a permis ce matin de retrouver la maman dans un hôtel de la ville de Nantes. Notre inquiétude est extrêmement grande encore parce que l'enfant n'a pas été retrouvé dans le cadre des recherches qui sont toujours en cours et qui sont confiées à la fois à la sécurité publique et à la fois au SRPJ d'Angers. La mère de la petite Vanille, Nathalie, est actuellement en garde à vue. Elle a été examinée par des médecins. Elle a été retrouvée dans un état tout d'abord mutique, puis au fur et à mesure, avec une confiance gagnée, elle s'est exprimée et puis s'est confiée en disant qu'elle avait déposé sa petite fille chez une amie ici à Angers. En tout cas, du côté des recherches, eh bien, les recherches se poursuivent. D'importants moyens sont toujours mis en place pour retrouver, je vous rappelle, la petite Vanille âgée seulement de 1 an. Et puis l'alerte enlèvement, vous l'avez dit, est toujours maintenu. Sabrina Gottlieb avec Joanne Chérifi à Angers pour BFM TV. Et avec nous, Cécile Olivier du service police-justice de BFM TV. Merci d'être là. Cécile, d'abord, que sait-on de cette mère qui a donc été arrêtée à Nantes ce matin ? Alors, elle a 39 ans et c'est une femme qui est décrite comme assez instable, assez fragile. Elle a des problèmes psychiatriques avérés qui nécessitent un traitement médical. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait un droit de garde restreint avec Vanille, puisque ça faisait 1 an qu'elle était... alors la petite fille a été placée en famille d'accueil, décision du juge des enfants pratiquement dès sa naissance. Et la mère était hébergée depuis 1 an dans un centre d'accueil maternel, ce qui lui permettait, donc à Angers, ce qui lui permettait de voir sa fille à intervalles réguliers, mais pas tout le temps. Le procureur a également expliqué que cette femme avait eu, il y a quelque temps, des épisodes suicidaires, même si ça allait mieux. Et elle a laissé des écrits qui sont jugés inquiétants, parce qu'évidemment, la police est allée perquisitionner chez elle ce matin. Et on a retrouvé des écrits qui peuvent être interprétés comme inquiétants, parce que quand elle écrit « Je vous aime » à sa famille, ça peut être vu comme un élément heureux, ou dans ce contexte de disparition comme quelque chose d'inquiétant. Ouais, d'où cette conférence de presse du procureur où il le dit, la situation est préoccupante et c'est pour ça qu'il a tenu à faire un point, à renouveler cette alerte enlèvement qui concerne donc désormais cet enfant. Dominique, la mère, elle a donc été arrêtée ce matin, placée en garde à vue. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On attend qu'elle parle, j'imagine. On espère qu'elle dira rapidement où est sa fille. On disait juste avant de lancer l'affaire suivante qu'elle avait, c'est Sandra Gottlieb qui nous disait, elle a commencé à parler. D'abord, elle était mutique et puis elle a commencé à parler et à dire qu'elle avait laissé sa fille chez une amie. Tout ça est évidemment rassurant, puisque ça veut dire que sa petite fille est en sécurité quelque part chez une personne de confiance. Mais tout ça reste à vérifier, parce que ce ne sont... Chez cette amie, ils sont allés chez cette amie, ils n'ont pas retrouvé la petite fille. Ils n'ont pas retrouvé la petite fille. Donc ils cherchent à d'autres endroits qu'elle a indiqués. D'accord. Mais c'est vrai que tous les scénarios peuvent être envisagés, y compris le pire, jusqu'au moment quand même où
Elle explique voilà, qu'elle a remis cette petite fille à quelqu'un. Bien sûr, c'est le travail de la police judiciaire, de la sécurité publique, et on espère qu'elle va collaborer rapidement et dire où est l'enfant. Il y a ces quelques informations. Le procureur Éric Brouillard a dit qu'elle avait laissé quelques indications. C'était notamment sur cet ami. Pour l'instant, tout cela ne donne pas grand-chose. Voilà, et c'est tout l'objet de cette garde à vue, c'est-à-dire qu'il va falloir à la fois gagner sa confiance, essayer d'avoir des informations sans la braquer, et tout ça alors que le temps presse, alors qu'ils sont quand même assez inquiets pour cette petite fille. Donc c'est un travail vraiment très délicat. Dans l'histoire de cette mère de famille, il y avait déjà eu un précédent qui ressemblait à ce qui se passe là. Voilà, elle a un autre enfant, une autre petite fille avec qui elle a des droits de garde restreints également, toujours pour les mêmes problèmes. Et par le passé, dans le même contexte, elle n'avait pas ramené cette petite fille sans pour autant lui faire aucun mal, mais elle avait fini par la ramener, ce qui... ils ont jugé ça plutôt rassurant, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'alerte à l'enlèvement a un peu tardé à être déclenchée, parce qu'ils se sont dit elle va ramener la petite fille. Alors c'est effectivement une des questions qu'on se pose déjà aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, cette petite fille a donc disparu à 17h30 vendredi. Elle devait la ramener à sa référente, la mère ne l'a pas fait, mais l'alerte enlèvement n'a été déclenchée que hier soir aux alentours de 21h30. Pourquoi ce délai? La question a été posée ce matin en conférence de presse. Écoutez la réponse de Caroline Dugas, c'est la vice-procureure d'Angers. C'est un délai qui est adapté aux circonstances de cet événement, c'est-à-dire que nous avons une maman qui a priori ne présentait pas le jour où elle est partie avec son enfant de danger particulier. Elle a quitté le foyer à 11h, elle quitte le foyer. Ensuite, le soir, elle devait remettre cet enfant à 17h30, mais à 17h30, on dit bon, elle n'est pas rentrée, et on commence à chercher. Si vous voulez, ça n'est pas un enfant qu'on aurait soustrait à une personne qui n'avait pas l'autorisation de l'avoir au moment où cette personne disparaît. La maman avait l'enfant de manière tout à fait légale, normale, au moment où elle est partie avec l'enfant. À Carole Dugas, la vice-procureure d'Angers. Est-ce qu'il y a eu un retard à l'allumage? C'est vrai qu'on nous dit toujours, quand il y a une alerte enlèvement, ce sont les premières heures qui comptent. Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question ce matin, parce qu'on nous dit toujours, effectivement, c'est les 24 premières heures qui sont cruciales pour la sécurité de l'enfant. Maintenant, ce qui fait toute l'efficacité, la force de frappe de l'alerte enlèvement, c'est aussi sa rareté. Donc il faut la déclencher à bon escient. Il y avait quand même des éléments rassurants, à savoir que c'est la mère qui est quand même attachée à cet enfant, qui lui a jamais fait aucun mal. Et parce que, je vous disais, il y avait eu cet épisode par le passé avec cette autre petite fille qu'elle avait tardé à ramener, mais elle n'avait pas fait de mal à cet enfant, et elle avait fini par la ramener. Donc ils ont préféré d'abord fermer toutes les portes, c'est-à-dire faire le tour de la famille et des amis pour voir si quelqu'un pouvait avoir la petite fille. Est-ce qu'on sait, Cécile, parce que la question n'a pas été posée au procureur de la République, ni à la substitut générale, si c'est l'alerte enlèvement qui a permis de retrouver la maman dans cet hôtel de Nantes? Pardon, j'ai dit Angers tout à l'heure et c'est Nantes. Est-ce que c'est l'alerte enlèvement qui a permis de la retrouver? Absolument, comme pratiquement à chaque fois, c'est grâce à l'alerte enlèvement, parce que cette dame était, parce qu'on ne l'a pas diffusée, parce qu'on n'a pas pu diffuser en entier la conférence de presse, mais on a posé la question au procureur. En fait, cette dame était dans un hôtel à Nantes, et c'est la gérante de l'hôtel, grâce à l'alerte enlèvement diffusée dans les médias, qui a appelé la police en disant, écoutez, je ne sais pas si c'était cette personne, mais en tout cas, j'ai ce nom. Elle n'est pas avec une petite fille, mais j'ai ce nom dans mon registre. La police est arrivée et ils ont retrouvé la Rapidement, mère. on va dire qu'en France, l'alerte enlèvement, depuis qu'elle a été mise en place par Nicole Guedj, qui était secrétaire d'État de Dominique Perben, 100% de réussite. Un dispositif très efficace, et on va suivre évidemment tout au long de la journée, ces prochaines heures, cette enquête toujours en cours pour retrouver cette petite fille qui est donc toujours portée disparue. Merci beaucoup Cécile Olivier d'être venue sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Sa profession, escroc professionnel. Gilbert Chicly est clairement le roi de l'arnaque, et non sans un certain talent, il faut bien le dire, un certain culot aussi. Et surtout, il est celui qui a imaginé ce que l'on appelle l'arnaque au président. On va vous expliquer tout cela dans un instant. Son dernier fait d'armes, se faire passer
pour Jean-Yves Le Drian. Et c'est en qualité de faux ministre des Affaires étrangères qu'il a escroqué des millions d'euros à des chefs de grandes entreprises, à des politiques. Ça peut prêter à faire sourire, mais l'histoire est très sérieuse. Son procès a commencé mardi devant le tribunal correctionnel de Paris. Alors son profil, son parcours, ses méthodes incroyables, son culot, tous les détails avec Dominique, avec nos invités, juste après son pédigré signé Elisa Trade. Imitation de la voix, masque de silicone sur le visage et bureau en carton-pâte. Tout était finement préparé pour piéger les victimes. Entre 2015 et 2016, 7 hommes se sont fait passer pour le ministre Jean-Yves Le Drian auprès de 150 riches personnalités, pour leur extorquer de l'argent, entre 70 et 80 millions d'euros au total. Ce que demandent les escrocs aux victimes, c'est on vous demande de collaborer, on vous demande de participer à l'œuvre de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, dans le box des accusés, le cerveau présumé de ces opérations, Gilbert Chikli, le roi de l'arnaque, franco-israélien de 54 ans. Beau parleur, il se vante d'avoir monté sa première escroquerie à l'âge de 13 ans. Au début des années 2000, Chikli se professionnalise. Il monte sur Internet une fausse plateforme d'import-export, Mondial Négoce. Des promesses mensongères aux clients, des milliers d'euros empochés. Chikli se réfugie en Israël avant d'être démasqué par les autorités judiciaires. En 2005, lui vient une nouvelle idée, se faire passer pour le président d'une société auprès d'un employé, lui raconter une histoire de lutte contre le terrorisme pour lui soutirer de l'argent versé en liquide ou sur un compte à l'étranger. La banque postale, Accor, Alstom, des millions d'euros sont ainsi détournés en 2 ans. Ces arnaques téléphoniques vont faire des émules, permettant aux avocats de Gilbert Chikli d'argumenter en sa faveur. Gilbert Chikli est un fantasme policier et qu'on a trop attaché à son nom un certain nombre d'escroqueries dites au président, et en vérité, ce n'est pas le seul à les avoir commises. Ces scénarios, dignes d'un polar, ont sans surprise inspiré le cinéma. En 2015, Je compte sur vous avec Vincent Elbaz raconte les faits d'armes de Gilbert Chikli, qui, même derrière les barreaux ou sous le coup d'un mandat d'arrêt international, n'a pas hésité à livrer les détails de sa vie d'aigrefin. Alors, qui est ce Chikli qui a même inspiré un film, on le disait à l'instant. Eh bien, on va essayer de comprendre tout cela avec nos invités. Valérie Abécassis, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef culture sur la chaîne i24 News. Et vous aviez interviewé Gilbert Chikli, c'était en 2015. À vos côtés, maître Fabrice de Corrodi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat des parties civiles. En 2015, lors d'un premier procès de Gilbert Chikli, c'était l'escroquerie à l'époque de 33 banques, notamment, que vous défendiez. C'était dans les années 2005-2006 et ça s'est un peu poursuivi par la suite. Vous nous raconterez comment vous aviez vu cet homme dans le box répondre aux questions. Et puis Pascal Neveu qui est avec nous également, psychanalyste, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active, parce qu'on a envie de comprendre évidemment avec vous comment on a un tel culot et comment on arrive à convaincre des gens aussi importants de verser des sommes aussi astronomiques. Il y a beaucoup de choses à se dire, on l'a compris. D'abord, juste peut-être pour dresser un peu le contour, Valérie Abécassis, vous l'avez eu en face de vous, ce Gilbert Chikli. Comment il est? C'est quoi le mot pour le définir? C'est vraiment culot? Non, c'est pas du culot. C'est un escroc simple, convaincu de son talent d'embrouilleur, quelqu'un de très facile d'accès. C'est-à-dire qu'en fait, le tournage du film de Pascal Elbé se tournait à Jaffa. J'ai envoyé un message sur Facebook. Est-ce que vous êtes le Chikli? Il a répondu oui. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre? Il a dit je ne sais pas, faut voir. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux comprendre, je veux savoir comment, comme vous l'avez dit, comment on peut embrouiller comme ça des gens, comment on peut, avec un simple téléphone, arriver à se faire remettre des sacoches avec des milliers et des milliers d'euros. On s'est rencontrés dans un bar, très simple, une espèce de bar tout, voilà. Je l'ai vu, c'est quelqu'un de sombre, il vient d'une famille très modeste, il est né à Belleville, il a fait beaucoup de prison, voilà. Et il a dit oui, je l'ai reçu, et ma première question c'était est-ce que vous êtes un escroc ou un voleur? Ça l'a déstabilisé, et voilà. Et je pense que c'est un escroc, c'est un embrouilleur, avec une dimension de sympathie, Voilà. On va dire que cette interview, elle est exclusive. Oui. Il n'y en a pas d'autre. C'est comme un grand moment de télévision. Il vous parle de Belleville, il vous parle de son enfance. Il vous raconte qu'à 13 ans, il s'est retrouvé en prison, qu'il était le plus jeune détenu de France dans un centre de jeunes détenus, pour avoir vendu des voitures, ou une voiture, quand il avait 13 ans, à un type, voiture qui évidemment ne lui appartenait pas, parce qu'il avait 13 ans. Et il a cette phrase, il dit « Je suis passé par la petite porte et sorti avec quelques sacs », donc il parle de la suite, par la grande porte. Il est quand même incroyable. Ça, son truc. La petite porte et sortir par la grande. Mais avec une dimension... Avec quelques sacs. Oui, avec de l'argent, c'est un escroc, je suis d'accord, mais avec une dimension de jeu.
d'amusement, une dimension de flamboyance. Voilà, il dit j'ai tué personne. J'ai fait 13 ans de prison en 50 ans et je n'ai tué personne. Je vous donne la parole, messieurs, dans un instant, juste parce qu'on parle du culot, de la gouaille de cet homme. Comment il s'est défendu cette semaine? Parce que comme c'est une affaire en cours, on va assez peu en parler, mais cette affaire du faux Le Drian, des masques en silicone, il se fait passer pour Jean-Yves Le Drian, on va en reparler, mais qu'est-ce qu'il dit cette semaine? Comment il se défend? Alors, on a réussi à avoir des avocats un peu de... Bon, c'est un peu compliqué. Alors, forcément, c'était prévisible. Hein. Il se défend en contestant tout. Hein. Pour info, il a diffusé des vidéos sur YouTube où il dit qu'il emmerde la justice. Donc, après avoir dit ça, clairement, c'est pas difficile d'imaginer qu'il refuse de collaborer et de dire quoi que ce soit. Il conteste tout ce qui lui est reproché et il toise les juges. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. On le disait, cette affaire de 2005-2007, 33 banques que vous représenterez pour leur défense. Que va-t-il se passer? Expliquez-nous quelle était son infraction, qu'est-ce qu'il a fait à cette époque-là? Alors donc, je n'ai pas eu la chance de vous, madame, de rencontrer M. Chicli, puisqu'il était non comparant devant le tribunal correctionnel lorsqu'il a été jugé en 2015. Il y avait donc une trentaine de parties civiles qui étaient des banques, mais aussi des entreprises de toute taille, entreprises du CAC 40 ou des PME. Et c'était sur le même principe que l'affaire du faux Le Drian, principe du double appel. Le premier appel consistait à se présenter comme étant le président de la société du salarié contacté, qui annonçait que pour la lutte contre le terrorisme ou pour identifier des clients de la banque suspectés d'opérations douteuses, le salarié allait être mis en contact avec un agent des services secrets pour confondre ces personnes. Ça, c'était le premier appel. Et souvent, il y avait une méprise à l'occasion de ce premier appel, puisque parfois, le salarié entendait la voix de son patron. Parfois, c'était sur la standardiste qui disait « Je te passe le président X qui te demande ». Et donc, elle était dans la croyance et dans la certitude que c'était son patron qui l'appelait. Ensuite, l'agent des services secrets contactait le salarié dans les minutes qui suivaient. Et là, il y avait tout un phénomène d'emprise qui était mis en place et d'isolement de la victime, notamment pour chacune des 3 victimes dont je relisais les procès-verbaux de déposition hier soir, l'invitation suivie par les victimes d'ouvrir une ligne téléphonique pour assurer la confidentialité des échanges. Ce à quoi se prêtaient volontiers les victimes, enfin, malgré elles. Et du coup, elles étaient dans un isolement et dans un huis clos avec M. Chicli, qui, identifiant les vulnérabilités des unes ou des autres, une fragilité affective, une volonté de bien faire à l'égard du patron, les mettait à genoux. C'est pour ça que je ne considère pas du tout que M. Chicli est un homme d'honneur, c'est un malfaisant, c'est quelqu'un qui met à genoux les victimes. De chacune des 3 victimes dont je relisais les procès-verbaux hier, elles ont été révoquées, licenciées, leur vie a été pourrie. On va y revenir, je voudrais juste tirer le fil, évidemment, Pascal Neveu. Le profil de ce Chicli, il est quand même étonnant parce qu'il y a de la manipulation psychologique extrêmement forte, extrêmement précise dans ce qu'il fait. Il fait un peu penser au serpent K dans le livre de la jungle. Aie confiance. Et il nous amène dans son propre univers, sur son propre terrain, qu'il maîtrise parfaitement. Et c'est vrai que l'escroc nous fascine parce que, justement, c'est pas la dimension du voleur. L'escroc, il est intelligent. C'est quelqu'un qui a une toute puissance psychique, qui a un hyper-narcissisme également, qui fait qu'il va tout oser. Il a une estime de soi, mais qui ne nous appartient même pas. Et c'est ça qui lui permet de nous convaincre, de nous parler de différentes choses, de nous mentir et de nous manipuler. Comment on peut manipuler des gens à ce point? Parce qu'on est en train de parler de gens qui ont des fonctions imminentes, qui sont des gens brillants, qui dans leur bureau voient défiler des tas de personnes, plus ou moins honnêtes d'ailleurs, et avec lesquelles elles font le tri. Et là, elles se font avoir. Et elles versent des sommes astronomiques. Hein. Oui. Et c'est ce que je disais à l'instant. Il nous emmène sur son terrain, et sur un terrain totalement fantasmagorique. Service secret, argent, somme colossale, etc. On est en dehors de la réalité. Donc, à un moment donné, ça concerne n'importe quelle personne. On peut avoir un grand nombre de diplômes, un immense poste également, mais vous allez vous faire manipuler.
tout le monde est vulnérable à un moment donné parce qu'ils ont un charisme également, ils ont une capacité de conviction, c'est-à-dire qu'ils vous pénètrent psychiquement et vous devenez l'objet de fantasme, l'objet de sa réussite. Est-ce qu'il peut y avoir... Pardon, allez-y. Non, mais je comprends votre discours et je ne suis pas là pour le défendre d'ailleurs, parce que ce n'est pas un ami, je ne le connais pas, je l'ai juste rencontré, mais il ne s'agit pas de manipulation. Il est normal que vous défendiez les victimes, donc elles se sentent victimes, mais je crois qu'il a trouvé des failles dans le système. Et les failles dans les systèmes, on peut tous en trouver. Il a manipulé les gens quand même, et qu'il a fait verser de l'argent. Vous savez ce qu'il dit, et c'était repris dans le film. Le complice, c'est celui qui décroche de l'autre côté. Et encore une fois, je ne suis pas là pour le défendre, j'explique juste son système. Donc lui, il trouve des failles dans les systèmes, et puis ils étaient trois téléphones, et puis il rentre là-dedans. Il n'y avait pas d'emprise, pas d'emprise psychologique en tout cas. C'est vrai qu'on n'a pas tous forcément de la sympathie pour les banques, parce que les banques, quand on a des problèmes, savent bien se tourner vers nous, mais c'est important ce que vous dites, Maître de Coronne, parce que en fait, il y a des victimes physiques, quoi. C'est 3 personnes qui se font virer, mises à genoux, parce qu'elles ont, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Ça, c'est terrible. Elles étaient dans un conflit de loyauté très fort, puisqu'elles avaient reçu cette mission préalable par le président de l'entreprise pour coopérer avec cet agent secret prétendu. Elles ont cherché à coopérer. Elles étaient en pleurs au téléphone avec M. Chikli. Il y en a même une qui considérait qu'elle n'était pas à la hauteur de l'opération attendue par l'agent secret, et donc elle avait rédigé une lettre de démission. Le seul échappatoire pour elle était cette lettre de démission, et puis on est dans la fantasmagorie. Il y a un pouvoir de folie, cet homme. Il y avait la Coupe du Monde de football, et à un moment donné, comme agent secret, il dit à la victime, vous avez regardé la finale de la Coupe du Monde de football, vous avez vu la tribune officielle avec Jacques Chirac. Est-ce que vous avez vu derrière, il y avait un gars avec une pancarte qui disait « Allez les Bleus » avec le numéro 786 ? Et le numéro 786, c'était le code secret que cette dame avait reçu pour coopérer et échanger avec l'agent secret. Et il a dit, c'était moi. Wow. C'était moi, et on s'amuse entre nous, entre agents secrets, à faire des signes de cette sorte. Donc on est vraiment dans la fantasmagorie. C'est un escroc qui fait bien son travail. Pascal Neveu, comment caractérise-t-on un individu comme cela? On rappelle Le Drian, pour remplacer Le Drian, il avait un masque en silicone, il faisait des Skype. Enfin, il s'invente des vies. Il n'est pas dit que ce soit lui dans l'affaire. Non, vous avez raison. On ne sait pas qui est derrière. Le jugement, le procès est en cours. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Ceux qui le font, ils sont... Déjà, on n'imagine pas un ministre vous appeler pour une visioconférence sous Skype. Mais vous voyez, la force de manipulation, elle est déjà là. Si on rentre dans ce jeu de dupes, on est mort. Il s'engouffre à ce moment-là dans votre psychisme, et puis il va vous inoculer ces doctrines, ces idées de James Bond et compagnie qui nous ont tous fait rêver. En fait, il vient activer des petits points psychiques qui nous renvoient, comme je le disais tout à l'heure, dans un tout autre univers. Et c'est d'une humiliation énorme, et en créant des blessures narcissique extrêmement importantes chez ces victimes. Chez les victimes, il y a pas eu de suicide, un sentiment de honte très fort d'avoir été dupé ainsi. Je voudrais juste dire aussi que l'escroquerie est rudimentaire, parce que l'usage d'une fausse qualité, ça date depuis des siècles. En revanche, ce qui est astucieux chez Gilbert Chikli, c'est les circuits financiers qu'il utilise et qui passent nécessairement par l'utilisation de toutes les mafias des pays par lesquels les fonds transitent. Permis de passer à travers les gouttes longtemps. Il y a eu des reportages, il y a eu notamment Envoyé spécial, où on le voit escorté, protégé par des hommes en Kalachnikov. Donc ce monsieur est en contact avec les mafias du monde. Et on rappelle que sur l'affaire du faux procès, du faux Le Drian, le procès est en cours, vous avez raison. On attend évidemment qu'il y ait jugement. Merci, en tout cas, ça nous donnera d'autres occasions d'y revenir. Merci Maître Fabrice de Corrodi, merci Valérie Abécassis, merci Pascal Neveu d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain. D'ici là, Dominique, on vous retrouve dès ce soir sur RMC Story pour un nouveau numéro de Toutes entrées l'accusé. L'affaire Geneviève et André Gournier. 1999, Geneviève et André Gournier sont retrouvés morts dans leur maison. Le gaz est ouvert en grand. Le fer à repasser est posé sur un rideau en nylon. Il est branché. On pense à un suicide et jusqu'au moment où on va découvrir du curare dans leurs veines, dans leur corps. Et on va s'apercevoir que leur fils, chirurgien, utilise du curare quand il travaille. L'affaire Gournier, RMC Story numéro 23 ce soir. D'ici là, un bon dimanche sur BFM TV.